Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Vous voulez vous lancer, vous voulez bien gérer votre activité dans ce secteur, eh bien nous allons vous donner des éléments de réponse avec nos deux invités. Henri Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Xelia et vous avez lancé et vous vous occupez d'un logiciel qui aide les entreprises de services à la personne qui s'appelle Ximi, c'est ça en deux mots? Oui, c'est bien ça. C'est un peu plus qu'un logiciel, parce que Ximi est un système d'information, donc c'est prendre en charge toutes les problématiques informatiques et télécom de la structure qui veut se lancer. Donc, vous connaissez bien les problématiques des entreprises du secteur. Et à côté de vous, Pascal Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur associé de Cap Conseil, un cabinet d'expertise comptable. Et vous vous occupez en particulier des entreprises de services à la personne ou pas? Oui, c'est bien ça. C'est Cap Conseil, c'est 90 clients de services à la personne, 1000 salariés gérés par mois. Et ça représente à peu près 30% de notre activité. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous donner des conseils à ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer et développer leurs activités dans le secteur des services à la personne. Alors, Monsieur Boucher, vous qui en observez beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, pour piloter une activité du service à la personne, y a-t-il des vraies différences par rapport à d'autres secteurs d'activité? La première grosse différence, c'est que c'est quand même un métier à faible marge. Il y a beaucoup d'activités, il faut gérer le planning des intervenants, mais l'heure vendue est finalement assez peu chère. Et donc la marge finalement disparaît très vite dès qu'on introduit de la complexité, dès qu'on a beaucoup d'intervenants à gérer, beaucoup de clients à gérer. On finit par faire disparaître toute cette marge dans la gestion de son entreprise. Et ça, c'est une particularité de ce secteur d'activité. Est-ce qu'il y a d'autres particularités, Monsieur Lévy? Oui, la facturation moyenne par client est relativement faible. C'est-à-dire que le panier moyen facturé par client se situe entre 250 et 350 euros par client et par mois, ce qui est relativement faible pour amortir ses coûts de structure. D'accord. Il y a dans le secteur différents types d'intervenants, parce qu'il y a des entreprises privées, indépendantes, il y a des associations et il y a aussi des réseaux de franchise. Est-ce que ce sont des gestions différentes ou pas, Monsieur Boucher? Alors, quand on se lance dans une activité de service à la personne, il y a finalement deux grandes questions qui peuvent se poser à nous. Est-ce que je veux partir dans cette activité de manière indépendante ou est-ce que je veux finalement m'adosser à un réseau qui existe? Lorsqu'on lance son activité, c'est vraiment les deux questions à se poser. Si on a une démarche viscéralement d'indépendant, il faut plutôt aller chercher dans cette démarche, chercher à se faire accompagner éventuellement par des gens et par des outils qui peuvent nous aider à prospérer. Mais il y a également des structures, des réseaux de franchise qui ont bien structuré leur approche, bien structurer leur marque et qui peuvent nous accompagner et nous aider à nous déployer plus vite. Vous qui accompagnez des acteurs, justement, aujourd'hui, c'est plutôt des entreprises privées, des réseaux de franchise qui se créent. L'associatif, c'est un petit peu oublié, Monsieur Lévy? L'associatif a eu ses heures de gloire il y a 10-15 ans, effectivement lié au développement des activités commerciales à travers la loi Borloo. Effectivement, les entreprises de services à la personne se sont développées et ont concurrencé de façon significative les associations. Et c'est vraiment des gestions différentes. Vous avez d'autres, il y a des différences que nous a cité Monsieur Boucher. Vous en voyez d'autres à signifier? Non, ce que je verrais essentiellement, alors en termes de structure juridique, pour moi, il y a peu de différences. Ce qui est par contre très important, c'est est-ce que peu ou prou, on a déjà une activité, une expérience professionnelle connexe au service à la personne ou pas? Et est-ce qu'on a déjà une expérience sur le plan managérial ou pas? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux s'adosser effectivement à un réseau de franchise. Si on a effectivement déjà des expériences connexes au secteur, on peut se lancer effectivement en indépendant. Alors quand on se lance ou qu'on veut développer, quels sont les grands indicateurs qu'il faut absolument suivre pour réussir la vie économique de son entreprise? Monsieur Boucher. Les premiers indicateurs à suivre pour une entreprise, c'est bien sûr le pilotage de la marge, c'est-à-dire de pouvoir vérifier tous les éléments qui vont nous amener à cette marge. Ça commence généralement par le taux d'occupation du salarié, parce qu'on va avoir embauché un salarié pour un nombre d'heures X. Si finalement on n'arrive pas à fournir un planning suffisant d'activité à son salarié, on va se retrouver à payer des heures improductives à son salarié. Et donc cette marge, elle finit par fondre, elle finit par disparaître, tout simplement par un mauvais
pilotage de l'activité. Alors bien sûr, je n'invite pas les futurs entrepreneurs à aller dans des démarches de payer les salariés à l'heure parce que ce n'est pas souhaitable, mais il y a maintenant des accords d'annualisation qui sont possibles pour aménager le temps de travail des salariés, pour les mettre dans de bonnes dispositions et permettre à l'employeur de bien piloter, de gérer les différents à-coups qui peuvent se passer d'un mois sur l'autre. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur à piloter, c'est bien sûr cette notion de panier moyen, de regarder un petit peu comment évolue le panier moyen dans son organisation, de ne pas être trop peu cher, pas être trop cher, mais avoir un bon prix par rapport au marché. Ça, c'est le deuxième indicateur vraiment, vraiment important. Et là, il faut un véritable regard et un œil sur la concurrence qui existe sur le territoire où on veut s'implanter. Là, c'est essentiel aujourd'hui dans le contexte des services à la personne en France aujourd'hui. Oui, c'est essentiel à deux niveaux. C'est que les niveaux de tarification peuvent être très différents d'une ville à l'autre. Et dans un même département, vous pouvez avoir des tarifs relativement élevés avec une concurrence relativement faible et vous êtes sur un marché de niche, alors que vous avez sur un territoire juste à côté des tarifs relativement faibles avec un fort effet concurrentiel. Donc votre positionnement tarif et votre positionnement qualité est absolument essentiel. Alors, et comme tout chef d'entreprise peut se le demander, comment j'optimise mes coûts? Quelles sont les recettes pour bien optimiser ces coûts? Parce qu'il y a quand même des vraies contraintes dans ce secteur. Alors, j'ai bien sûr prêché par ma paroisse, mais effectivement, dans cette démarche de démarrage d'activité, la bonne optimisation des coûts, c'est d'abord d'être équipé des bons outils. Il faut mettre en œuvre une organisation, un système d'information qui soutienne mon activité, parce que ce qui risque de se passer très vite, c'est qu'en démarrant peut-être avec sa feuille Excel, finalement, on va atteindre des limites, on va avoir des mauvais réflexes par rapport à ses coûts, c'est-à-dire qu'on va presque décider d'embaucher une personne pour venir s'aider avant même d'avoir créé l'optimisation de son processus. Donc la meilleure façon d'optimiser ses coûts, c'est d'être en possession d'un outil dès le démarrage qui va m'accompagner dans ma croissance. Donc finalement, il faut vraiment anticiper le fonctionnement administratif de sa structure quand on se lance dans ce secteur, Monsieur Lévy. Alors, c'est un élément essentiel de structuration effectivement de son organisation et aux différents stades de développement que vous avez. Effectivement, en phase de création, il vaut mieux tout de suite mettre en place les outils qui vont bien pour s'assurer qu'effectivement, dans une phase de développement, vous soyez confort avec notamment le d'occupation des intervenantes, notamment. Et puis, il faut aussi avoir adapté son niveau d'organisation et structuration, notamment des encadrants. Au début, on a un faible taux d'encadrement et qui peu à peu évolue en fonction du développement de son entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, digitalisation de la société oblige, on parle d'objets connectés, c'est quelque chose auquel il faut immédiatement penser pour réussir dans ce secteur, avoir des objets connectés, interactivité, tablettes, smartphones, en relation directe avec les intervenants sur le terrain et les usagers? Alors, il y a différents niveaux dans l'objet connecté. Est-ce qu'il faut équiper le domicile de la personne d'objets connectés qui vont remonter des informations? Il y a des solutions qui existent, mais qui sont relativement coûteuses. Donc, pour une entreprise qui démarre, c'est peut-être pas la première étape. Il y a une autre population à envisager d'équiper, c'est la population des intervenants à domicile. Donc là, il y a effectivement des mécaniques de télégestion mobile, c'est-à-dire de pouvoir transmettre à l'intervenant sur son smartphone tous les outils de traçabilité, accès à son planning, accès à la fiche de sa mission, qu'est-ce qu'elle doit réaliser, et également de pouvoir pointer, de dire voilà, je suis bien arrivé à telle heure, je suis bien parti à telle heure. La dernière étape, et finalement la première, c'est d'équiper la personne qui est en charge de l'administratif, parce qu'on doit souvent venir au domicile faire une évaluation des besoins. Tout ça, ça peut apparaître comme compliqué, alors qu'on peut avoir des outils qui nous permettent de faire tout ça en un clic et de gagner du temps. Donc là, il a évoqué, M. Boucher, la notion de RH. Vous qui faites du conseil également, c'est essentiel de bien préparer les ressources, la gestion de ces ressources humaines dans l'entreprise, et les objets connectés, les outils connectés, les smartphones, c'est une vraie solution dans ce secteur? C'est une solution indispensable de pilotage de votre activité, de suivi de votre activité. Vous allez pouvoir vous différencier et lancer votre activité en mettant en place des outils qui sont gages de suivi, de qualité pour les familles et pour les aidants. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez vous différencier. Donc vous avancez sur un secteur qui est concurrentiel. Donc effectivement, il faut utiliser des outils plutôt novateurs qui vous permettent de mettre en avant votre offre et de la développer.
Alors, vous vouliez rajouter Un point pour compléter, c'est également un axe de fidélisation de ses salariés. Oui. Être dans l'innovation technologique, fournir à ses salariés qui font un métier qui est difficile sur le terrain, si on rajoute à cette difficulté de son métier également une lourdeur administrative, alors qu'elle a fait ce métier pas pour de la lourdeur administrative, mais si on se contente de feuilles d'heure ou ce genre de choses, c'est de la lourdeur qu'on rajoute. Les objets connectés vont permettre de faciliter ça et de fidéliser ses salariés. Fidéliser les salariés, là on est aussi sur un point clé, il y a besoin de personnel, il y a besoin de recrutement. Là, beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter les bons personnels. Quel conseil donneriez-vous, Monsieur Lévy? Alors déjà, avoir un recrutement efficace et avoir un vrai process de recrutement. Ça veut dire effectivement faire des tests à l'embauche, des tests au niveau technique, faire des tests au niveau orthographe, ce sont des choses absolument essentielles. Et j'allais dire mobiliser les salariés ou les futurs salariés sur un projet d'entreprise. Il y a comme ça que vous pouvez les fidéliser et les orienter effectivement sur leurs responsabilités en qualité d'intervenant et puis développer la compréhension et les objectifs de l'entreprise. Et puis de proposer éventuellement des plans d'évolution, des plans de formation tout au long de leur parcours dans l'entreprise. Et puis, on est vraiment sur les dernières questions. On a oublié de parler des clients. La satisfaction du client, c'est vrai qu'on a besoin de qualité de service. Il faut proposer une bonne qualité. Il faut faire le suivi de la satisfaction client. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent? Quelle mise en place il faut faire? Vous proposez à travers vos logiciels ce suivi de satisfaction client ou pas? Oui, absolument, mais je pense qu'il est intéressant d'observer ce marché par trois grandes catégories. Finalement, il y a les clients qui ne sont pas là quand on agit et il y a ceux qui sont là. Alors quand on s'occupe des enfants, vaut mieux être là. Quand on s'occupe de la personne âgée, vaut mieux être là. Mais quand on s'occupe du ménage, finalement, dans la majorité des cas, le client n'est pas là. Et finalement, la relation et la satisfaction client, elle ne va pas s'exprimer de la même manière. Quand on s'adresse à des personnes fragiles, généralement, la satisfaction client, c'est pas tant la satisfaction du client, mais c'est souvent soit du parent de l'enfant, soit de l'enfant de la personne âgée qui est aidée. C'est une autre vision de la satisfaction client, c'est finalement, il faut satisfaire ceux qui sont à côté du client. Et quand on est dans la démarche d'une intervention à domicile où le client n'est pas là, et bien finalement, c'est en mettant ces outils de télégestion en place qu'on va pouvoir rassurer sur l'effectivité de la prestation réalisée. Parce que quand on confie ses clés à quelqu'un qui doit faire 2 heures de ménage, on paye 2 heures de ménage, mais ont-elles été réalisées? Est-elle partie au bout d'1 heure 30? On ne le sait pas. Et finalement, ces outils dont on a parlé tout à l'heure créent la satisfaction client en étant rassuré par rapport à l'effectivité de la prestation. Une économie de temps dans la relation avec le client, parce que c'est vrai que c'est extrêmement chronophage de travailler avec les clients dans ce secteur d'activité. Alors, oui, j'ajouterais une chose aussi qui me paraît importante, c'est l'ensemble de ces outils connectés vous permettent d'alléger le processus et de gagner du temps. Et ce temps doit être mis à profit pour justement rendre visite aux clients, aux parents, de telle sorte que véritablement on ait une relation de proximité. La connectivité permet la proximité justement et c'est là-dessus qu'il faut s'orienter. Merci beaucoup, messieurs. Alors, pour terminer, allez, un petit conseil très rapide pour ceux qui veulent se lancer et réussir dans le secteur des services à la personne. Monsieur Boucher. Eh ben, bien réfléchir avant de se lancer, dans le sens où c'est un métier qui a l'air simple, c'est un métier qui a l'air facile à entreprendre parce qu'il y a peu de besoins matériels, logistiques, mais finalement, il va falloir gérer des hommes et ça ne s'improvise pas. Monsieur Lévy. Avoir une offre différenciée par rapport aux concurrents. Il y a beaucoup de concurrence, donc effectivement, il faut trouver les éléments vecteurs de différenciation. Merci beaucoup, messieurs, pour vos conseils. Merci à vous. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 360 degrés. Vous la retrouvez néanmoins sur www.demain.fr et bien sûr sur la chaîne YouTube Salon des services à la personne TV. Au revoir et à bientôt.